Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Boris Nicaise. La transmission en franc-maçonnerie. Et ça. Dédicace. À Michel, bienveillante étincelle rectificatrice, dont le chemin vers Saint-Jacques passe par l'abbaye Sainte-Foy de Conques, où, dans la pierre multiséculaire d'un linteau de l'ancienne école monastique, est gravé ce projet. Ce lieu est aux maîtres autant qu'aux élèves. Ils y déposent à leur gré les choses qu'ils craignent de perdre. Préface. Transmettre a pour effet de transcender la condition humaine. C'en est à la fois le but et le moyen, même si parfois inconscient. En franc-maçonnerie, le déclencheur est double. D'un côté l'initiation, de l'autre la prise de responsabilité. La transmission, mission par excellence du maître maçon, est connue de toutes et tous comme un devoir majeur pour assurer la perpétuité de l'ordre et de ses plus belles intentions. Si l'apprenti comprend dès le premier pas ce que signifie ce mot, il lui faudra pourtant bien des voyages pour appréhender ses subtilités dans l'océan de questions qui le submergera dès qu'il aura les outils à disposition. Transmettre est en soi un acte maçonnique, et c'en est même le principal. Aussi n'échappe-t-il pas à ses propres règles, à commencer par nous laisser un peu perdus sur le seuil. Plus d'un maître chevronné s'est demandé à quoi bon, pourquoi lui, se disant que c'est trop tôt, qu'il n'est pas capable, que la charge est trop lourde, qu'il n'a encore rien appris, sans encore percevoir que tel est tout l'intérêt de la transmission. La chair est faible, nous le savons depuis l'aube. Mais par bonheur elle soutient l'esprit, de bien meilleure tenue puisque cultivée de longue date, non seulement en nous mais autour de nous par la longue chaîne des cherchants qui nous ont précédés et nous ont légué une tradition qui recèle discrètement bien des réponses. Au parvis, il y a souvent 100 questions pour une réponse. Dans le temple, c'est parfois l'inverse, par l'écoute du rituel et des autres initiés le vivant intensément. C'est pourquoi la transmission est capitale en ce qu'elle donne à la tradition initiatique maçonnique tout son sens d'engagement au bien-être de chacun et au perfectionnement de l'humanité. Humain trop humain, écrivait Nietzsche. Humanité jamais assez humaine, dirions-nous. Voilà l'enjeu de la transmission maçonnique. Transformer l'homme de sorte qu'il puisse améliorer l'humanité. Cela demande plus que des intentions. Il y faut des moyens et de la méthode. Nous allons constater que cette volonté a de belles genèses. Depuis des décennies, d'innombrables chercheurs s'interrogent sur la filiation ayant donné naissance, théoriquement en 1717 dans une taverne londonienne en une version de plus en plus controversée, à l'ordre maçonnique sous sa forme locale, alors que nous savons aujourd'hui que des loges d'intention similaires préexistaient bien avant cette refondation. L'architecture et l'art de bâtir ont tellement longtemps paru être la colonne vertébrale de cette maçonnerie, qu'il a toujours paru logique d'y voir l'héritière des corporations médiévales, des scolae romaines, voire du compagnonnage. À défaut d'histoire, les historiettes font office de vérité d'autant que leur beauté rejoint leur nécessité. De façon un peu lapidaire, le frère Claude-Antoine Tory nous mit en garde dès 1813. Je ne vois pas comment la haute antiquité conduit à mieux comprendre la société maçonnique. L'utilité d'une institution repose non pas sur sa forme initiale mais bien sur son articulation actuelle. Heureusement, il y a toujours des trublions pour remettre en cause les acquis de l'habitude et de l'évidence, la première dans laquelle l'habit invite à la mode et au déguisement, la seconde recélant en son centre un risque, celui du vide. Depuis quelques décennies, nous savons que le compagnonnage a copié des usages maçonniques pour les intégrer à son corpus initiatique, et que ce fut rarement l'inverse ainsi qu'on l'a longtemps cru et proféré. Le compagnonnage fut créé pour libérer l'artisan du joug des corporations, et ses bases n'acquirent pas aussi vite l'assise que la maçonnerie spéculative se chercha immédiatement, même si de manière parfois hautement fantaisiste en ses débuts. Adam, Noé, Babel, Hiram, que de mythes superbes à utiliser pour asseoir une société en quête de racines prestigieuses. Et pourquoi ne pas parler d'architecture, puisqu'il s'agit de bâtir l'homme et le monde. N'hésitons plus. En avant pour les maçons francs et tout un merveilleux fatras pseudo-historique. Pourtant, depuis que notre génération tente de revoir le mythe de l'origine compagnonique ou des constructeurs les plus ambitieux, type Salomon ou Chéops, quelques esprits se sont attaqués à un domaine oublié de la transmission dans l'espèce humaine, qui pourrait bien être le nœud de la solution à l'ancestrale question de la source et des origines. Il s'agit d'un art,
tout aussi royal qu'un autre, d'autant qu'il ne fut souvent communiqué qu'au roi, et de toute façon toujours aux personnes censées être les mieux autorisées à s'en servir, vanté depuis au moins Socrate et Platon pour ce qui est des traces écrites que nous en avons conservées, l'art de la mémoire. Osons en effet poser la question. L'art de la mémoire serait-il le fil rouge tant cherché par les historiens de la franc-maçonnerie pour relier l'ordre actuel à ses prédécesseurs réels ou rêvés, qu'ils furent bâtisseurs de cathédrales ou de voies romaines, templiers ou rose-croix, prêtres d'Égypte ou moines dominicains? Osons davantage. La perte de pratique de cet art immémorial serait-elle une des raisons de la déliquescence de nombreuses branches des sociétés initiatiques qui ne l'ont pas maintenu au plus haut niveau d'usage et de rigueur? Au sein même des ordres qui prétendent faire vivre l'esprit d'initiation, combien encore cultivent-ils avec ferveur cet exercice? Osons tout à fait. La prétention, voire la suffisance, liée à cet usage ne fut-elle pas à la source de la perte de valeur de diverses sociétés à vocation d'initiation devenues des clubs mondains fermés sans valeur morale et éthique ajoutée, ancrés sur une tradition devenue dogmatique où on ne reconnaît plus que le clone parfait de soi-même? Danger menaçant tout ordre initiatique depuis la nuit des temps. Nous allons essayer de reconstruire ce chemin, de le rétablir où il fut parfois malmené, de voir s'il permet encore d'avancer aujourd'hui sur une véritable voie de connaissance. Les outils n'ont jamais disparu. Ce sont les symboles, les rituels et le rite dans son ensemble. Mais combien d'initiés eux-mêmes ne négligent-ils pas cet essentiel support à leur réflexion et leur perfectionnement, au profit de considérations tellement profanes et temporaires? Donc que nous jugions négligeables les remous du contemporain, puisque comme tout homme et toute femme nous vivons dans une contingence à laquelle il nous faut faire face avec ardeur et volonté, passion et liberté, travail et générosité. Mais à vivre le nez sur le mur on ne voit pas bien loin ni large, et cet art de la mémoire aux origines millénaires n'a pas traversé les âges pour s'écraser sur l'indifférence spirituelle de notre permanente réactivité matérielle, toujours sur la balle, toujours en réponse, toujours en réaction. Maximes et préceptes, instructions degré par degré, légendes successives dont la première n'apparaît qu'à la troisième marche, symboles et mise en scène, tout est là pour élever, faire mûrir l'être, concourir au progrès de notre humanité, tant personnel que collectif. Il est des histoires de déluge dans toutes les civilisations, avec des parricides et des holocaustes, des odyssées et des renaissances. L'humanité de l'humanité réside dans son être le plus profond, le plus intime et le plus spirituel. Depuis que l'homme est homme, il regarde vers les étoiles, sous la terre, dans les vagues et les nuages, et en déduit bien des choses qu'il a à cœur de transmettre à ses successeurs, à certains en particulier ou à tous, selon, l'intention étant la même lorsqu'elle est belle et généreuse vis-à-vis des moissons futures. La transmission est une mission qui met en transe ceux qui s'y vouent, et les transporte d'un bout à l'autre de leur existence dans une sorte de rêve éveillé. Que l'on soit parent ou professeur, prêtre ou franc-maçon, pour de très rares cas tout cela en même temps ou plus souvent juste certains de ces états, transmettre est un désir se muant bien vite en volonté. Restera à en trouver les clés, le mode d'expression, en un mot, la méthode. Il semble bien que l'ordre maçonnique en propose une des plus efficaces. De quoi nous parlons? Maints parents se plaignent de ce que les élèves n'acquièrent aucune culture générale à l'école, en sortant à peine plus instruits qu'ils y sont entrés. Beaucoup savent à peine lire. Encore moins savent écrire. Quant à comprendre ce qu'on a tenté de leur faire retenir, c'est pire encore. Gageons que si l'enseignement avait été obligatoire aux temps antiques, il n'est pas certain qu'il aurait été plus efficace et reconnaissons que les progrès technologiques sont pour beaucoup dans le désintérêt des jeunes pour ce type d'études. Un de nos propres enfants eut ainsi un cours qui n'était que pages accumulées dont chaque ligne était le développement d'une abréviation, type AEI voulant dire Agence pour l'entreprise et l'innovation, Académie pour l'entrepreneuriat et l'innovation, ce qui est différent du précédent, American Enterprise Institute, association des élèves de l'INSA, renvoyant donc à un autre acronyme, Faculté d'administration et échanges internationaux, Architectural Engineering Institute, plus encore une vingtaine d'apostrophes, autres pour lesquels vous aurez compris l'intérêt d'emmagasiner ce genre d'inepties et les restituer lors d'un examen, alors que le premier clic sur Internet vous en donnera toutes les possibilités. En même temps que la technologie rend bien des procédés obsolètes, elle ajoute des apprentissages inutiles tellement qu'ils sont rapidement dépassés.
De quoi dégoûter des études qui ne s'attachent qu'à ce genre de matière, évidemment, même si nous avons pris ici un thème caricatural mais hélas réel et vécu. Depuis mai 1968 et une contestation qui avait toutes ses raisons d'être tout en ayant des racines certainement infiniment antérieures, la nécessaire remise en question de l'autorité a fait basculer les valeurs au sein des établissements scolaires comme au sein de la société en général, de sorte que la culture de l'effort pour l'effort n'est plus à l'ordre du jour. Ni pour l'étudiant ni pour le professeur. À peine est-il estimé nécessaire de passer d'une année à l'autre pour le premier, et de voir une moitié de ses élèves le faire pour le second. Faillite de l'enseignement, entend-on régulièrement, mais ce n'est pas l'objet de cet opus. D'autant qu'il est abusivement parlé dans l'enseignement de la transmission d'un savoir, alors que le savoir ne se transmet pas, il se communique en ce qui se nomme en vérité instruction. Ce qui n'est pas la même chose que la transmission. Les professeurs, quant à eux, se plaignent de devoir faire le travail des parents, ces derniers ayant depuis longtemps démissionné de leur rôle d'apprentissage vis-à-vis de leur progéniture, tant il est vrai que la vie trépidante du travail et l'acharnement à s'exploser dans des loisirs toujours plus divers éloignent les parents des enfants qu'on place à la crèche dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, ils y sont généralement inscrits avant même leur naissance, et on exile en stage sportif ou autre à la moindre occasion, histoire de profiter de la vie chacun de son côté sans que le vivre ensemble soit une priorité, hors des slogans proclamés pour faire bonne mesure bien entendu. Les enfants ne découvrent ni par l'école ni par la famille les dérives et erreurs de leurs parents ou de ceux de ceux-ci. On ne se raconte plus d'histoires de famille, on n'évoque plus les grandes affres ou les petits bonheurs des temps passés, le souvenir n'est pas communiqué. Pour étricoter les mailles de cette décomposition, certaines personnes mieux intentionnées vont jusqu'à créer des groupes où se cultive un devoir de mémoire, chose qui ne fut que récemment nécessaire et ceci est fort emblématique. Certes, les massacres et les génocides des temps récents ne pourraient guère rendre les jeunes fiers de leurs aînés. Mais à ne plus en parler et à ne plus mettre en évidence les germes mortifères qui amenèrent de telles horreurs, s'entendent de plus en plus de propos négationnistes et révisionnistes, insupportables pour tout être d'esprit bien fait, se libère une parole raciste et haineuse qu'on pensait abolie, se voient des actes de violence barbares que les médias banalisent par une présentation coutumière juste entachée d'un « Attention, les images que vous allez voir peuvent choquer ». Et de fait elles choquent de moins en moins. En une vie, les plus âgés sont passés de l'expérience au combat, du combat au souvenir, du souvenir à la résurgence de ce qu'ils avaient enduré. Ils ne sont plus en mesure de combattre, et le souvenir s'étiole par défaut d'entretien. D'autant que nos enfants ne sont guère intéressés par l'étude des atrocités récentes, tant elles sont épouvantables. Nous n'avons en effet pas de quoi être fiers, à leur communiquer ce dont nous fûmes responsables, que ce fût par action ou par inaction, le fameux silence des pantoufles. Notre passé proche est suffisamment peu glorieux à maints égards, pour que soit difficilement validé un recours de la jeunesse aux anciens en ce qu'ils leur paraissent plutôt suspects. Les jeunes qui reprochent aux 2 générations précédentes leur laxisme à l'égard de la gestion des déchets, en sont le fulgurant emblème. Pourtant, l'expression du passé faisons table rase devrait aider à rappeler qu'une table a des pieds et que ces pieds sont posés sur un sol. Mais non. Nous vivons dans un temps où bien des êtres ont difficile à se voir héritiers d'une histoire, soit qu'ils ne la connaissent pas, soit qu'ils la rejettent. On peut les comprendre sur ce second point. Ainsi l'individualisme s'est-il installé jusqu'au sein de la famille, où le plus jeune enfant échange avec la terre entière par la voie des électrons des choses que ses parents ignoreront longtemps, et dont ils sont totalement exclus. Au sein de leur famille, bien des jeunes ont d'autant plus de mal à supporter les vieux que ces derniers sont ignorants des techniques actuelles, toujours en retard d'un progrès sur le plan de l'ordinateur ou du smartphone, et sont de ce fait confrontés à une hiérarchie de savoir tellement cul par-dessus tête qu'elle ne s'impose plus d'évidence et se voit rejetée en tout domaine. En élargissant le champ de cet individualisme presque obligé, avouons que pour la plupart le collectif a perdu tout intérêt vu que l'individu voit dans les institutions des outils de pouvoir et de manipulation, sans perspective d'épanouissement. Même le noyau familial laisse cette impression. Pourtant, une lueur se voit régulièrement comme en ces manifestations pour le climat ou pour la planète, d'une jeunesse se fédérant, même si maladroitement,
pour tenter de changer le regard des politiques, des décideurs et parfois même des économistes lorsque les arguments sont pertinents financièrement parlant, ou comme dans ces façons de vivre davantage en communauté, en réapprenant le vivre ensemble que leurs parents ont fui pour accéder à un confort égoïste d'une matérialité désespérante. Espérons que les jeunes d'aujourd'hui le restent plus durablement que ceux de 1968, en majorité si vite embourgeoisés. Faisons-leur confiance. Ils sont l'avenir. Mais revenons à ce thème de la relation parent-enfant et de ce qui devrait s'y communiquer. Une éducation, là aussi faite de messages précis et clairs, autre manière de les instruire, même si d'un tout autre bagage qu'à l'école, quelle qu'elle soit. Éducation a toujours bien différencié de la transmission, que nous allons bientôt développer. Non que nous pensions qu'aucune transmission ne soit possible en famille ou dans les études, mais ce n'est pas l'objet premier. Ce que nous qualifions de bagage n'est d'ailleurs ni le sac ni la valise, mais leur contenu. C'est ce contenu qui est communiqué dans l'enseignement et dans l'éducation, ou tout au moins devrait l'être. La transmission par contre, c'est vous donner le sac ou la valise et vous dire, pour reprendre le titre d'un très beau film, « Va, vis et deviens ». Si le message avait été plus clair, peut-être que tous les déracinés de notre temps, qu'ils soient réfugiés climatiques ou économiques, qu'ils soient touristes désœuvrés ou voyageurs déroutés toujours en correspondance entre un ailleurs et un autre équivalent, seraient moins déboussolés et s'attacheraient à bâtir un monde plus juste et plus équitable au lieu de s'abîmer dans leur souffrance ou leur vacuité, refusant de voir l'autre comme une part d'eux-mêmes, comme leur futur et leur compagnon de chemin. À force de ne plus prendre le temps de la réflexion, de ne plus mettre nos yeux dans le regard de l'autre, de ne plus mesurer à combien peu nous devons de ne pas être dans ses chaussures quand il en a, plus rien ne nous émeut vraiment et surtout jamais durablement. L'information circule à la vitesse de la lumière et ne semble que ténèbres, effroi, misère. Nous cliquons et décliquons, zappons et dézappons d'un sujet à l'autre. Nous sommes tous devenus des sans domicile fixe, concourant avec notre tablette au championnat mondial de surf à distance pour invalides de l'esprit. L'art lui-même, qui fut si longtemps un des lieux majeurs de la transmission, avec des canons et des références dont on peut penser tout le bien ou le mal qu'on veut, les deux étant positifs si facteurs de progrès, est devenu lieu de refus de la transmission. Tout est parti d'une bonne intention, comme souvent, bousculer les traditions afin d'évoluer, d'être de son temps. Et voilà l'art contemporain devenu tellement éphémère, qu'il n'est plus que cela. Happening et performance, sous toutes les déclinaisons du non durable, au point que les artistes s'enorgueillissent de ne pas pouvoir se transmettre. C'est devenu leur médaille. Certes, la graine doit se briser pour germer et passer de son ton d'albinos au vert en découvrant la lumière, mais elle n'a pas pour objectif sa propre mort. Elle la sait inéluctable mais quelque chose de bien plus grand l'attend et la fait croître en un jour meilleur. Bref, pour revenir à la délivrance d'informations à la vitesse de la lumière qui est notre loi contemporaine, il nous faut à nouveau reconnaître que ceci n'est que communication et non transmission, elle qui ne se fait en aucune façon à la vitesse de la lumière. À la lenteur de la lumière, peut-être. De toute façon, si nous pourrons toujours faire des outils sans cesse davantage capables de communiquer, tels que le furent et le reste la radio et la télévision, l'ordinateur et le livre, jamais nous ne saurons faire de machine à transmettre au sens où nous l'entendons dans cet ouvrage. Le regretté Michel Serres disait que nous avons gagné durant son existence un allongement de notre durée de vie considérable, et que cette durée supplémentaire qui nous est octroyée est de fait identique à celle que nous nous sommes mis à passer devant la télévision. Le philosophe a été charitable d'éviter l'évocation de nos autres écrans, miroirs de nos médiocrités. Alors oui, nous pouvons accélérer bien des mouvements mais ni celui de l'incubation ni celui de la formation, donc pas celui de la transmission qui dès lors échappera de plus en plus à tous les frénétiques, tous les pressés et compressés volontaires. C'est donc de transmission que nous allons parler. Ni d'instruction, ni d'éducation, ni de communication. Juste de transmission. Et de transmission juste. Sujet simple et complexe à la fois, que nous allons aborder sous l'angle d'une société initiatique, la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce que cette société est un laboratoire où s'invente et se réinvente chaque midi l'envie d'accomplir, de se réaliser et de renouveler le monde, avec un enthousiasme sans faille rendu possible par une vertu qui devrait être universelle et dont notre espoir souverain est qu'elle le devienne,
la fraternité. Vous savez que l'inventeur d'un trésor est celui qui le retrouve. Rien de plus, même s'il fait souvent des bonds de joie à cette découverte. Le trésor était là depuis pas mal de temps. Il a retourné un peu de terre, et a trouvé dessous quelque chose d'enfoui provisoirement, mis à l'abri dans l'attente d'une exhumation en un temps favorable. Ce temps devrait être de tous les jours, à destination de tous. Tel est l'enthousiasme enfantin du franc-maçon. Et quand un franc-maçon réinvente le trésor, ne pensez pas qu'il va retourner l'enfouir dans la joie. Ce n'est pas son genre. Transmettre est sa loi. Préhistoire. En Europe occidentale, les premières traces de mystères initiatiques se devinent sur les parois de cavernes en ces dessins qui dateraient du Paléolithique supérieur, tant en Cantabrique espagnole qu'au sud-ouest de la France par exemple. La continuité attestée par d'autres grottes ornées laisse à penser qu'une tradition a été transmise de manière rituelle et cachée, à couvert et via une symbolique plutôt bien établie. Qu'était le sens de ces rites? Avait-il fonction d'éveil de la conscience? Ou n'était-il qu'occasion d'en imposer à une masse ignorante tenue à l'écart de toute exégèse? L'interprétation des gestes et propos tenus était-elle laissée à la libre réflexion des témoins et participants, en des significations aussi potentiellement nombreuses que dans les futurs ordres à vocation initiatique de progression? Nous en doutons beaucoup, mais force est de constater que nous n'en saurons probablement jamais rien. Même si nous soupçonnons qu'un excès de formalisme et de rigidité ait pu provoquer l'abandon des croyances attachées à ces lieux dont le caractère primitif reste hautement séducteur à nos visions modernistes désenchantées. Les historiens pensent que, le temps faisant son effet de recomposition, la fidélité de la transmission des mystères des grottes a pu s'étioler au fur et à mesure qu'intervint une désacralisation des lieux, une fois que les rituels se déroulèrent plus régulièrement en plein air, en atmosphère toujours plus profane, sans savoir pour autant si ces nouveaux rites furent les reflets d'une religion moins dogmatique ou si elle l'était plus encore que celle célébrée en mode discret. La charnière de cette évolution se situe probablement à l'époque mégalithique, en des sites tels Stonehenge, aujourd'hui perçus comme une cathédrale préhistorique par de pseudo-druides y cherchant l'illumination de sociétés disparues en leur nostalgie d'une autre transmission rompue. Pourtant, à l'égal de Véris en Belgique ou de Barnénès dans le Finistère, Stonehenge fut certainement un lieu où souffla l'esprit, au temps où des femmes et des hommes le véhiculaient avec la plus ardente volonté. Comment donc, à cette époque sans écriture, se transmettait la connaissance? Il fallut plusieurs générations pour construire de semblables monuments, puis bien davantage pour maintenir la sacralité du lieu. Nos ancêtres avaient pour motivation majeure leur foi en l'ordonnancement d'un monde dont ils faisaient partie intégrante, le progrès de l'humanité rimant déjà avec Ordo Abe Chao, un monde dans lequel l'homme avait pour devoir souverain de s'inscrire avec harmonie, de sa naissance à sa mort comme dans leurs au-dela's. Chaque geste quotidien et chaque moment de la vie avait sens et raison d'être. Le rite qui les sacralisait pouvait se lire dans la pierre comme dans un livre actuel. Restait à confier efficacement le savoir acquis par les générations précédentes aux suivantes, surtout et en premier en son versant ésotérique, celui qui fondait tout le reste et lui donnait consistance. Mais comment transmettre? Et à qui? En cette origine de l'art royal de bâtir un monde meilleur, deux pôles de l'humain se faisaient déjà jour: la mémorisation et la représentation. Le tout protégé, n'en doutons pas, par le secret. Un secret que certains druides des temps modernes prétendent détenir, prouvant par là leur totale incompréhension de son principe même. Secret que nous pouvons par contre retrouver avec plus de véracité dans la contemplation, où s'inclut la racine du mot temple, stricte observance où il s'offre sur un mode définitivement indicible. Car ce n'est pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.